Bonjour et bienvenue sur le podcast de Booking Check, la mafia des raisins. Tous les mois, je pars à la rencontre de lieux accueillant des groupes et des événements aux structures diverses et variées. Le but est de vous faire découvrir leurs coulisses, leurs problématiques, leurs bonnes pratiques, etc. Que vous soyez un lieu événementiel, un bar, un restaurant, un café, un coworking, si les réservations de groupe et les privatisations sont un enjeu pour vous, voici votre nouveau rendez-vous. Du marketing digital à la stratégie commerciale ou encore la relation client, nous passons tout au peigne fin pour vous inspirer au quotidien et vous donner les clés du succès. Je suis Clémence, la cofondatrice de Booking Check, l'outil en ligne nouvelle génération pour la gestion de vos réservations de groupes et d'événements. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Alexis Estas, directeur d'Actez Méditerranée et également en charge des groupes et des événements pour le village Décathlon Bouc-Bel-Air dans les Bouches-du-Rhône. Mordu de sport et d'événementiel sportif, ce n'est donc pas tout à fait par hasard qu'Alexis se rapproche d'une marque comme Décathlon. Nous découvrirons ensemble son parcours et son aventure avec le village. Mais ça ne s'arrête pas là. Alexis est multicasquette. Il co-dirige une agence événementielle Actez, basée dans le sud de la France, et ouvre une bastide à côté d'Uzès. Il nous parlera donc événementiel de sport, mais aussi des tendances du marché, quel type de lieu, de prestations demandent les clients aujourd'hui dans son agence. Il nous donnera même ses conseils pour faciliter la collaboration entre votre lieu et une agence événementielle. Bref, cette conversation avec Alexis a été riche et j'espère qu'elle vous plaira autant que nous avons eu de plaisir à la tourner ensemble. Bonjour Alexis et bienvenue sur le 5e épisode du podcast La Mafia des réservations. Merci de nous faire la joie de cette présence. Bonjour Clémence, merci pour l'invitation, c'est un vrai plaisir. Du coup, je te propose de commencer par une petite présentation et surtout que tu nous expliques les différentes casquettes que tu peux avoir. Mon histoire a commencé à 28 ans, en Normandie. Donc vraiment un peu la diagonale de Marseille où je suis actuellement. Donc je suis né à Cherbourg, vécu mon enfance, mon adolescence et le début de mon âge adulte. En fait, j'ai testé une année de droit et sciences politiques où j'ai vite compris que ce n'était pas ma voie et du moins le droit et la science politique ne m'aimaient pas. Donc je suis parti sur ma seconde passion qui était le sport et je suis parti en faculté de sport à Caen. D'accord. À l'université de Caen. Pas pour, comme je dirais 95% de ceux qui font STAPS, à savoir devenir prof de sport ou préparateur physique. C'était souvent le retour qu'on avait d'ailleurs des personnes, ah, tu veux devenir prof de sport? Donc pas du tout. Moi, j'ai toujours eu en tête le seul et même projet que j'ai abouti, qui était l'événementiel. L'événementiel à la base de sportif. Et j'ai vite compris que l'événementiel sportif et l'événementiel, finalement, sont les deux mêmes métiers. Il y a juste le contenu qui change. Oui, donc j'ai eu ma licence à l'université de Caen et arrivé donc ce fameux choix, savoir où on veut faire sa carrière professionnelle. Et j'ai vite compris que la région Nord pour la partie événementielle, c'est assez compliqué, ou du moins c'est pas du tout ce que je voulais en faire, à savoir que je voulais profiter un petit peu de cette région sud et du cadre qu'on pouvait nous offrir. Donc j'ai fait ce choix de partir à l'université de Marseille, donc continuer mon cursus master 1, master 2 dans l'université de STAPS Marseille Alumni, sous les promotions de monsieur Pierre Dantin. Donc donc j'ai continué ce cursus-là avec toujours en une demi-heure l'événementiel, ça n'a pas changé depuis le départ, en construisant mes différents stages autour de l'événementiel sportif. J'ai travaillé avec la fédération de pétanque sur des créations d'événements internationaux, à l'époque diffusés sur Canal+, maintenant sur l'équipe 21. Voilà, donc des événements assez importants et surtout qui m'ont montré un petit peu le milieu de l'événementiel. Arrivé du coup en master 2, il y a ce fameux stage de fin d'études que j'ai réalisé par pur hasard, très franchement par pur hasard, car je ne connaissais pas le lieu qui s'appelle le Décathlon Village de Bouc-Bel-Air, qui est arrivé suite à une visite de mon école, un partenariat avec notre école. Ils nous ont présenté la structure qui est juste assez incroyable et que je ne connaissais pas. Et donc, de manière un petit peu hasardeuse, j'ai postulé et par chance, j'ai été pris là-bas. Et je suis tombé amoureux de ce lieu sportif qui est assez extraordinaire, qui est même unique en France. Donc c'est un parc sportif qui fait 35 hectares, où je suis entré dans la cellule communication événementielle. Et très vite, je me suis rendu compte d'une chose, c'était que
eh ben, il y avait l'événementiel pour le grand public avec des promotions, des événements, des décathlons, avec la mise en avant de produits. Par contre, l'offre pour les professionnels était assez floue et lorsqu'il y avait des demandes d'entreprises externes, là-dessus, la réponse n'était pas encore créée. Alors on disait souvent, vu que le village répond en tout point, à savoir restaurant, structure, salle de réunion, on leur disait écoutez, mangez au restaurant, puis venez à la réunion, puis allez chez notre partenaire faire de l'acrobranche par exemple. Et souvent, si on propose différentes solutions de paiement, donc de factures chez chaque partenaire, plus vraiment un événement qui était non cadré, très vite on se rendait compte que l'entreprise ne venait pas. Donc, je me suis rapproché du directeur de l'époque, qui est Thierry Mattesi, qui nous a suivis et fait confiance dans ce projet. Je le remercie encore aujourd'hui. Et puis l'histoire d'Actez a commencé comme ça. L'histoire d'Actez a commencé comme ça, avec notre création d'agence au sein du Décathlon Village Bouc Bel Air sur une partie événementielle pour les professionnels. D'accord, donc vous vous occupez d'exploiter le village Décathlon sur toute la partie événementielle B2B, c'est ça? Tout à fait. C'est bien important de différencier parce que la partie la B2C est vraiment gérée par Decathlon, ce qui est très logique, hein, ce qui est logique parce qu'ils sont en lien avec le magasin, avec les promotions du moment, les sorties de produits. Et ils construisent des événements là-dessus toute l'année par rapport aux produits et par rapport aux gammes qu'ils veulent. Donc c'est assez logique qu'eux gèrent le B2C et nous le B2B on le gère, mais seulement quand il y a une offre globale. À savoir, si une entreprise veut faire que de l'acrobranche, évidemment, nous, on n'a aucune valeur ajoutée et ils vont faire de l'acrobranche. Là-dessus, c'est assez logique. Par contre, nous, notre valeur ajoutée, c'est lorsqu'il y a une offre globale, à savoir que l'entreprise veut, par exemple, faire une partie réunion, une partie activité, une partie restauration, une partie coaching, soirée. Vraiment des événements dans leur globalité, des événements sur 1-2 journées, sur des demi-journées. Enfin, là-dessus, c'est très, très varié. Mais voilà, dès qu'il y a de l'offre globale, c'est notre mission au sein du village. Donc là, du coup, l'agence, ça vous permettait d'avoir le cadre, j'imagine, pour pouvoir avoir cette activité. Et en parallèle, via l'agence, vous faites aussi du montage d'événements, alors sportifs ou professionnels, dans d'autres lieux que Tout à fait. Village Décathlon. Ok. Tout à fait. En fait, donc vous avez une double casquette. Tout à fait. En fait, le village Décathlon, c'était une formidable opportunité d'entrer sur le marché avec encore une fois un lieu qui est assez unique en France. Donc là-dessus, c'était une très grosse opportunité pour nous pour se faire connaître et pour lancer vraiment notre activité. Après, il est clair et je dirais plus de manière obligatoire, il est clair qu'on était obligé aussi de varier notre offre et de diversifier nos propositions, dans le sens où si on veut fidéliser nos clients, ils peuvent pas venir chaque année dans le même lieu, quasiment aux mêmes dates. 4 fois par an. Et voilà, 4-5 fois par an, parce que on a des clients fidèles qui viennent plus de 5 fois par an, et leur proposer toujours le Décathlon Village, toujours avec la même salle, toujours avec les mêmes restaurations, c'est pas possible. Donc il est évident que sauf nous, on cas a dû exceptionnel, sauf fan absolu. Sauf fan absolu et sauf, je dirais, journée vraiment très classique, à savoir journée d'études où ils ont juste besoin d'un vidéoprojecteur, d'un écran, et là-dessus, encore une fois, notre valeur ajoutée, c'est pas là où on fait vraiment de grandes différences, mais sur les journées classiques, oui, en effet, ils peuvent revenir au même endroit. Mais voilà, donc on a dû diversifier un peu notre offre et donc on s'est mis d'accord avec plusieurs lieux dans la région, de différentes gammes aussi, différents produits, pour proposer à nos clients justement de les accompagner un peu partout où ils le souhaitent, dans les lieux qu'ils souhaitent, avec les activités souhaitées aussi, sur des événements globaux. Et là, vous avez toujours la spécificité du sport ou ça peut être des animations terrarium, rien à voir. Ouais, complètement. C'est là où c'est assez rigolo d'en parler. C'est que, alors évidemment, encore une fois, on s'est fait connaître parce que Décathlon, c'était très vite à fond la forme. On reste là-dessus avec, tiens, je vais à Décathlon, donc je vais faire du sport. Mais très vite, et en plus, ça va aussi avec l'évolution des mentalités des entreprises, avec leurs souhaits. Le bien-être est devenu vraiment un sujet majeur en entreprise. Très vite aussi, la communication, le team building. Et là-dessus, finalement, on se rend compte qu'à l'année, on fait moins d'événements sportifs que d'événements team building, purement team building, avec des activités type puzzle géant, construction d'ateliers géants, des duels type Fort Boyard, enfin vraiment des jeux purement ludiques, purement team building, où la communication, où un peu les statuts, les organigrammes sont remis à zéro. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait quasiment au quotidien. Ouais. D'accord. Donc finalement, vous êtes aussi diversifié sur la partie animation. Complètement. On s'est diversifié en fait sur le fond et sur la forme, simplement sur la forme dans le sens où on a vu, on voit d'autres lieux, d'autres régions également. Ça va aussi avec la croissance de la société, mais aussi sur le fond avec voilà des activités différentes, des contenus différents. Et c'est ce qui permet aussi de fidéliser parce qu'il faut toujours
toujours de la nouveauté. Super. Et du coup, transition toute trouvée, on parle beaucoup de ce village Décathlon. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de ce que c'est? Parce que je suis sûre qu'on est nombreux à pas connaître ce lieu. Bah, j'en Et faisais en partie. effet, il est... Oui, en plus, tu le disais. Donc, je pense que c'est intéressant qu'on fasse un petit point sur ce que c'est exactement pour que nos auditeurs comprennent bien l'ampleur de la tâche. Complètement. En fait, je vais vous expliquer un petit peu la création et l'idée du concept. Decathlon, il travaille souvent, c'est ce qu'on m'avait expliqué lors de mon arrivée, avec une vision N+10. C'est-à-dire qu'au moment, à l'instant T où on vous parle, ils réfléchissent quelle va être l'évolution du consommateur et de son processus de consommation dans les 10 ans à venir. Et donc cette question-là, ils se la sont posée début des années 2000, où c'était pas encore Internet comme on a aujourd'hui, ou les smartphones ou quoi que ce soit, et surtout l'accès à Internet comme on a aujourd'hui. Et à cette époque-là, je disais, ouais, les ordinateurs commencent à arriver. Eh bien, la vision du le consommateur dans 10 ans, ça sera un consommateur qui va vite devenir feignant parce qu'Internet va leur proposer tout le service clé en main. Ils vont de chez eux en 3 clics, ils vont commander, ils vont acheter ce qu'ils ont besoin et finalement ils vont plus venir en magasin et on va très vite voir une fuite des consommateurs finalement ce qu'on appelle maintenant le consommateur fainéant qui reste derrière son ordinateur et qui attend 2 jours que Amazon le livre. Donc c'était un petit peu le concept. Ils se sont dit comment se battre contre ça, plus comment aussi faire face à la concurrence qui est toutes les structures, tous les les mégastores comme Intersport, Sport 2000, on les connaît tous. Ils se sont dit c'est simple, nous on va proposer à notre consommateur la promesse de venir sur le lieu, donc venir dans ce qu'ils appellent les mégastores, les grands magasins, acheter ces produits. Mais non seulement une fois qu'ils les ont achetés, ils repartent pas chez eux et après aller pratiquer. On leur dit vous avez accès aux vestiaires directement, qui sont en accès libre et accès gratuit, et vous allez pouvoir directement vous changer. Je prends l'exemple, vous venez acheter un ballon, vous allez vous changer, vous vous mettez en tenue de foot, et vous allez directement jouer au foot sur place. En fait, on propose quoi? On propose une expérience. C'est simplement l'essor de l'expérience client, avec la chance de pouvoir consommer son produit directement sur place, et ce à titre gratuit, pas le produit, mais à titre gratuit, dans le sens où toutes les structures étaient Oui, étaient toute la gratuites. partie, voilà. Et après, ils ont créé autour de ça un vrai village. Donc, encore une fois, il fait 35 hectares. Il y a plus de 30 structures sportives et ludiques. Il y a de mémoire deux ou trois. Non, il y a 3 points restauration et snack. Donc, en fait, c'est Mhm. vraiment devenu un lieu de vie. Il y a tout un pôle médical avec hypnothérapeutes, avec des kinés, avec des ostéos. Il y a aussi Oui, donc toutes il y les a zones pour aussi les toute la femmes. partie un peu bien-être et médecine sportive. Complètement, c'est devenu un vrai lieu de vie. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que à la base, c'était fait pour attirer le client donc, qui vient en magasin et après pratiquer. Très vite, avec l'évolution, le concept s'est un peu inversé dans le sens où les gens maintenant viennent au village passer du bon temps et ah tiens, il me manque un ballon, boum, je vais en magasin directement acheter le ballon. Ce qui est rigolo, après, ce qui est assez étonnant, c'est que ça reste un village qui est assez méconnu, mine de rien, entre Marseille et Aix. Très souvent, moi, la clientèle entreprise que j'ai disait mais c'est extraordinaire, je connaissais pas ce lieu. Et pourtant, le paradoxe, c'est quand même un lieu qui attire 2 millions de personnes à l'année. Oui, c'est ce que... C'est un chiffre astronomique Oui, dans le sens où c'est quand même je prends énorme. l'exemple du Futuroscope, qui est bon, on n'est pas un Qui est parc connu. aventure, hein, qui est connu, mais on n'est pas un parc aventure, mais Futuroscope, c'est 1,7 million de mémoire. Oui. Decathlon, 2 millions. Voilà, c'est vraiment très impressionnant. Et il y a encore un gros potentiel d'évolution. Oui, quand on voit, enfin, quand on en parle autour de soi, le nombre de gens qui connaissent pas, c'est vrai qu'on se dit, déjà, sans être Complètement, ouais. très connu, il fonctionne très bien. Donc, en étant très connu, il y a une explosion possible et Il même, y a moyen de faire j'imagine, encore mieux, ouais. un développement, pourquoi pas, d'autres parcs en France. Parce Alors, ils ont qu'aujourd'hui, plusieurs parcs en France, mais par contre, ça reste celui de Bouc-Bel-Air où on est nous qui est le situés, plus gros. reste le plus gros et le village de test. C'est souvent là où ils testent les structures. Je prends l'exemple de l'escalade. C'était le premier lieu où ils ont mis une stade d'escalade qui était quand même un pari parce que bon, il y en avait assez peu. Ça a fait un énorme boom. Hein, c'était un énorme succès. Et donc une fois que c'est un succès, ils le dupliquent un peu sur les différents villages en France. Mais par contre, oui, le village de Bouc-Bel-Air qui fait 35 hectares. Je crois que le second doit faire 17 ou 18 hectares. Donc, on est quand même le double du second en termes Oui, donc c'est de vraiment volume. Voilà. le village mère de la marque. Et alors du coup, au niveau opérationnel, avec les équipes Decathlon, est-ce que vous devez mettre en place une communication particulière pour réserver les salles, pour prévoir les différentes prestations, j'en sais rien, de par exemple restauration, sur les activités pour bloquer aussi, j'imagine, des terrains ou des espaces. Comment ça se passe? Ça se fait
assez facilement? Surtout, oui et non. Oui et non, parce que en fait, ça a été notre gros travail, je dirais à la création de l'agence. Parce que, bah, évidemment, avant ça fonctionnait un petit peu de qui répond le premier prend, quoi. Et donc nous on est arrivé là-dessus. Alors déjà avec Decathlon, il faut savoir que les salles leur appartiennent. On est d'accord que c'est leur lieu, c'est leur salle. Donc nous on est exploitants, donc on leur loue en fait les salles, évidemment avec des prix D'accord. attractifs parce qu'on est partenaire. Donc nous, voilà, on est en relation directe avec Decathlon pour la location des salles. Donc on a des plannings, hein, je dirais de manière classique, on a des plannings où on a tous OK. accès dessus. Nous, on a une référente qui gère les différentes répartitions et les différentes réservations sur les salles. Et là-dessus, nous, on la contacte directement, elle nous met les options et on valide lorsque le devis est signé de la part de notre client. Donc ça, c'est notre première relation directe majeure, c'est évidemment avec Decathlon pour les salles, mais aussi parce que nous, on leur fait des retours sur aussi bien l'entretien que sur le matériel en salle, sur les retours des clients, par exemple, des fois aussi sur des détails sur les agencements des salles. Tout ça, ça permet aussi une évolution. Voilà, c'est des échanges assez intelligents entre eux et nous qui font que ça s'améliore aussi au quotidien. Oui, comme ça vous permet de faire évoluer le produit, de leur côté et vous aussi de mieux le vendre par la suite. Totalement. Par exemple, via le Decathlon nous a énormément apporté parce qu'il y a 2 ans, ils ont pris le virage de la RSE. Donc nous, on n'était pas encore entreprise RSE et ils nous ont proposé un service de tri des déchets, d'éviter aussi au maximum la consommation de plastique. Nous, on a suivi cette vague et finalement, on a très bien fait parce que ça nous permet non seulement de nous différencier et en plus d'avoir d'excellents retours de la part de nos clients qui apprécient le geste. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, maintenant, ça devient vraiment primordial où tout le monde en parle. Mais il y a 2 ans, Oui. il y a 2 ans, tout le monde n'en parlait pas autant. Donc c'est là où c'est assez intéressant, voilà, d'avoir des échanges quotidiens avec les équipes de Decathlon, de leur côté comme d'une autre. Et ensuite, il y a aussi tous les autres partenaires. Donc là pour développer l'offre avec activité, restauration. Bah là, notre rôle a été de les voir un par un, de leur proposer du coup notre projet et de les accompagner là-dessus. Donc ceux qui ont suivi, je dirais 90% ont suivi l'idée. En fait, on est vraiment dans du win-win, hein. C'est vraiment purement gagnant-gagnant. Dans le sens, nous, on leur apporte une demande de client. Eux nous proposent un tarif avantageux et l'objectif, c'est sur des périodes creuses, parce que eux, ça marche beaucoup le week-end, jour férié, mercredi. Nous, les entreprises, c'est la semaine. Donc sur les périodes creuses, on leur apporte une clientèle qui, eux, après, en plus, pourrait revenir à titre perso parce qu'ils connaissent Après en peut-être pas la famille, structure. ouais. Voilà. Et donc là-dessus, on a composé pour la restauration des menus. Pour les activités, on a composé soit des déroulés, soit des tarifs partenaires. Donc voilà. Et une fois qu'on avait tout notre portefeuille, eh ben, on a pu commercialiser tout ça. D'accord, donc oui, vous avez fait quand même tout un travail de création, de l'offre adaptée pour, cette clientèle, groupe et événements entreprise. Ouais, D'accord, complètement, donc il y a tout en quand même sachant que un cette offre, gros travail de fond aussi pour vous. ouais, au départ, ouais, il y a eu un gros travail là-dessus, tout en sachant que l'offre évolue aussi au quotidien parce elle est dépendante aussi des demandes de nos clients. Quand on a créé il y a 5 ans, personne ne parlait de numérique, de réalité virtuelle ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est quasiment à chaque séminaire, on nous demande d'avoir une offre quand même digitale numérique à proposer. Donc voilà, il y a plein d'évolutions en 5 ans qui font que notre offre évolue quasiment quotidiennement, mais c'est ce qui permet aussi voilà, que ça soit intéressant. Tout à fait. Et du coup, pour se rendre compte, ça correspond à combien d'événements, alors on peut dire par mois, par exemple, sur le village? Sur le village, on est allé entre 40 et 50 événements par an. Donc, ça fait entre 4 et 5 événements par mois en moyenne. Je dis bien en D'accord. moyenne parce qu'il y a des mois qui sont beaucoup plus importants que Oui, d'autres. plus ou moins. J'imagine qu'au mois d'août, vous avez peut-être un peu moins de monde. On peut même dire qu'on est proche du zéro, mais ça permet aussi pour nous de souffler un petit peu. Ça peut être intéressant. Oui, Donc, oui, non, non, nos gros comme tout le mois, monde. voilà, en fonction des ponts, c'est le mois de mai. Le mois de juin reste un très gros mois, voire Ouais. même quasiment le plus gros mois de l'année. Septembre, donc la reprise après les vacances d'été, ça coule Ouais. souvent sur octobre en fonction voilà, des priorités des entreprises. Et après décembre, voilà. Notre année se fait sur 4-5 gros mois majeurs. Et après, il y a toujours des événements qui se font un peu toute l'année, hein. Donc, les journées d'études, ça se fait un peu toute l'année. Mais voilà, les gros mois d'événements restent mai, juin, septembre, décembre. D'accord, donc comme ça peut être sur d'autres établissements qui font Bah, de la ouais, c'est location souvent les mois, d'espace. Ouais. exactement. Ouais. Pour ceux qui louent des espaces, écoute, ça reste les mois charnières parce que c'est là où il y a soit la présentation des bilans Ouais. semestriels,
Il y a les événements avant les départs en vacances, les événements après Oui. le départ en vacances. C'est vraiment les mois charnières. Puis le mois de fin d'année, ça reste les repas de fin d'année, les événements de Noël. Voilà. C'est vraiment les mois charnières où c'est là où on a les très gros événements dans l'année. Et après, ça coule un peu sur les autres mois, un peu tout le long. Oui, il y a des petites choses qui se dégagent de temps en temps Ouais. par-ci par-là. À part le mois d'août, il y a pas de mois creux. Oui, Voilà. oui, c'est vraiment le mois généralement où Le mois d'août reste le mois de fermeture. tout le monde part en vacances. Alors, du coup, comme on parlait du fait que le village n'était pas forcément toujours connu, par où arrivent vos sources de réservation pour les événements sur le village? Alors pareil, là ça a évolué. Ouais. Donc au départ c'était que du village parce qu'on n'était pas du tout connu ni créé. Donc on a eu la chance que les 2 premiers mois d'activité, alors souvent ceux où on doit se faire connaître, peut-être des mois creux. Là nous on a eu des événements directement parce que la demande était déjà existante. Oui, c'est ça. En fait, vous êtes construit à partir d'une demande existante. C'est comme ça que vous avez aussi vendu le projet à la direction Decathlon en disant, regardez, vous avez une part de marché. C'est surtout comme ça que j'ai pu me permettre de venir avec une employée en n'ayant pas trop de gouttes au front sur le salaire à l'année. C'est important de le savoir aussi, quoi. Donc c'était ça voilà, ça a permis aussi ça. Après donc du coup il y avait déjà de la demande en direct entrante à travers le village. Tout à fait. Quand vous avez commencé. Et ensuite et ensuite on a plusieurs il y a plusieurs canaux. Déjà, on a eu un site internet directement. Oui. Alors après, selon la place du référencement, ça marche plus ou moins bien, mais pareil, c'est un processus qui met du temps. On avait des plaquettes, on a fait pas mal de rendez-vous commerciaux. Donc c'est simple, hein, on allait toquer aux portes des sociétés. On a surtout vu dans le local, donc des sociétés aux alentours, toquant aux portes, en se présentant avec nos plaquettes. Voilà ce qu'on pouvait vous apporter. Donc vraiment les démarches commerciales, je dirais, purement classiques. On a rejoint aussi des groupes entreprises, qui était le BNI. C'était en fait un groupe d'échange où c'était de manière hebdomadaire avec des entrepreneurs où on se présentait l'offre. Donc voilà, tout ça a permis de se faire un petit peu connaître. Et puis après, il y a un élément qui est très important, qui est le bouche-oreille, qui a été notre meilleur outil commercial. Donc un client satisfait est souvent un client qui va en parler après de son côté et qui va aussi ramener des potentielles demandes. Donc le bouche-oreille était très important pour nous. Et après on est aussi passé par des sites de référencement comme des sites Mille et une salles. On est passé avec Cactus, avec Bird Office avec qui on a pu travailler avec des succès plus ou moins satisfaisants. D'accord. Est-ce qu'il y en a un dont vous êtes particulièrement content et par rapport aux autres qui s'est démarqué pour vous? Ça peut être intéressant s'il y en a qui réfléchissent à où s'inscrire. Complètement, ouais. Je dirais le site où il y a eu le plus de demandes qualifiées. Après, ça nous concerne nous. Peut-être que c'est pas un cas général. Du moins, je parle vraiment de notre expérience personnelle. Bien sûr. Hein. Parce que je veux surtout pas que les autres pensent que les autres sites sont pas bien. Mais le site qui nous a fait le plus de demandes qualifiées, c'est le site Cactus. D'accord. Le site Cactus, parce que le problème des autres sites, notamment Mille et une salles, c'était que c'était souvent des demandes d'indépendants. Et qui dit indépendant dit souvent des budgets assez moindres, avec surtout des demandes un peu, je dirais pas farfelues parce que j'irais trop loin dans les propos, mais des demandes assez peu convaincantes. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on s'engage sur un site comme ça, on se doit aussi d'y répondre. On peut pas laisser des réponses vides. Sinon, faut pas. Oui, tout à fait. Si on le fait donc pas, ça vous prenait plus de temps que Exactement. ça vous a donné des opportunités. Mais je crois que leurs fonctionnements sont différents aussi. Hein. Cactus, il y a un fonctionnement à la commission, donc ils ont besoin que vous signiez pour se faire aussi de l'argent et pour survivre. Alors que Mille et une salles, il me semble que vous payez pour être référencé. Tout à fait. En fait, on paye un. En fait, oui, c'est ça. C'est que vous Cactus, il n'y a pas de. Bon, a priori, c'est moins grave. Exactement. Puisque, pour eux, le travail a été fait une fois qu'on a signé le contrat pour y rentrer chez eux. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'ils ne font pas le travail après, loin de là. Mais par contre, pour nous, en tout cas, ça a été moins convaincant. Ça n'a pas été convaincant du tout. Voilà, ça n'a pas été convaincant. Je dirais ça. Mais après, par contre, Cactus, là où c'est convaincant, en effet, c'est des demandes qualifiées. Et en effet aussi, il n'y a pas d'inscription. Mais par contre, eux, ils ont une rétrocommission sur les événements conclus, les devis signés. Donc c'est vraiment plus ils nous proposent des briefs entreprises. Et alors je sais pas si c'est eux qui recherchent des lieux
ou si c'est le client qui demande directement notre lieu. Là-dessus, j'ai pas fait la demande, mais je crois qu'en fait, une entreprise. Je peux vous répondre, moi. D'accord. Les deux. Ouais, donc là, pareil, c'est pour ceux qui nous écoutent, on va faire un petit zoom. Il va y avoir 2 cas de figure. Il va y avoir parfois les gens qui vont chercher votre lieu sur Internet et qui, dans les liens que va proposer Google, vont avoir soit le lien Cactus en premier, ça peut arriver, soit vont trouver que sur la page web Cactus vont ouvrir plusieurs pages, mais vont mieux la comprendre qu'un site internet que vous avez créé, ça peut arriver. D'où l'importance de passer du temps sur son site internet et son référencement. Donc ça peut arriver que le client vous connaisse déjà, mais passe quand même par un tiers parce qu'en fait c'était plus pratique ou plus rapide, etc. Un peu l'aspect booking pour les hôtels, quoi. Voilà. Et puis, même si on va quand même dire la vérité, parce que Cactus, contrairement à d'autres apporteurs d'affaires, joue le jeu et ne font pas de pub sur vos noms de marque, ce que font plein d'autres apporteurs. D'accord. Ils ne le font pas. Donc, quand ils arrivent en premier, c'est que ils sont mieux référencés sur votre fiche parce qu'ils ont mis plus d'informations. Voilà, ils ont pas payé Google pour arriver en premier et récupérer votre trafic. Ou quoi que ce soit. Voilà. Ce qui, et je le précise aussi, parce qu'il y en a plein qui ne le savent pas, les apporteurs n'ont pas le droit de faire de la pub sur votre nom de marque. C'est un nom qui vous appartient. Ils peuvent faire de la pub, mais pas directement sur votre nom de façon visible. C'est légalement impossible. Donc, bien que c'est très largement fait, c'est une pratique courante, mais pour ceux que ça dérange, sachez que vous pouvez contester puisqu'ils n'ont pas le droit de le faire. Et donc ça, c'est une première possibilité. Donc, c'est un client qui vous a cherché et qui vous a trouvé sur Internet, mais en passant par l'apporteur d'affaires. Et deuxième possibilité, le client va sur le site parce qu'il y est habitué ou parce que justement, il se dit je vais filtrer, je vais voir un petit peu ce qui sort. Et là, il va y avoir votre établissement. Et généralement, c'est des clients qui font des paniers, donc qui vont aller chercher plusieurs établissements et qui vont faire plusieurs demandes de devis à travers le site de l'apporteur d'affaires. D'accord. Et le dernier cas, alors je ne sais pas si Cactus propose cette offre, mais je pense, c'est le client qui ne sait pas du tout où aller et qui va demander à un conseiller chez Cactus de lui proposer une liste d'établissements par rapport à des critères qui peuvent avoir. Ouais, je crois qu'ils le font ça. Parce que je crois que j'avais une demande qui était un peu en lien là-dessus, complètement. Oui. Donc là, souvent, ça arrive que les conseillers vous appellent et vous posent des questions complémentaires parce qu'ils ont un brief et que ils vont conseiller le client comme le ferait une agence événementielle. Voilà. Vous savez tout. Voilà, maintenant j'ai le dossier complet sur Cactus, c'est parfait. Mais non, en tout cas, plutôt satisfait avec eux parce que voilà, c'était vraiment des demandes qualifiées. Et on fait pas des devis dans le vide et on fait pas des devis non plus à 5-6 euros par personne, ce qui est important. Donc non, vraiment avec eux, c'est intéressant. En termes de com, c'est les newsletters qu'on crée pour nos clients. Là-dessus, on en fait sur des périodes un peu charnières, donc un peu les mois charnières que j'ai donné tout à l'heure. Donc, on en fait 3-4 dans l'année. C'est souvent pour relancer les clients, pas sur l'événement pur, mais pour leur rappeler qu'Altez est là et qu'Altez les accompagne sur ces périodes. Et souvent on a des retours assez intéressants sur les newsletters. Donc, on se force et on continue à le faire un peu chaque année. Ouais. Et au niveau du contenu que vous allez mettre dans la newsletter, est-ce que c'est simple pour vous de savoir ce que vous allez mettre dedans ou vous devez un peu vous creuser la tête? Comment vous imaginez les contenus? Parce que je sais que souvent, c'est ce qui bloque ça prend du temps. Nos autres amis. Ouais. Ça prend du temps, c'est clair, mais après, il y en a beaucoup qui font des newsletters quasiment mensuels. Alors là, en effet, ça peut être un peu compliqué parce qu'il faut renouveler son contenu chaque mois, il faut apporter des nouveautés chaque mois, sinon ça sert à rien de les faire. Nous, on en fait quand même assez peu, 3-4 dans l'année, ça reste quand même assez peu. Ça reste vraiment plus pour faire une petite relance aux clients, leur rappeler qu'on est là, et puis parfois leur montrer aussi nos nouveautés quand il y en a. Donc non, c'est pas trop complexe parce que par exemple si on en fait une pour Noël, on va mettre en avant les fêtes de fin d'année, peut-être les événements pour les CE. Si on en fait pour les beaux jours, on va mettre en avant par exemple nous les courses qu'on fait dans les calanques, les journées bateaux, enfin tout ce genre de choses. Donc ça va un peu avec le moment où on les envoie. Saisonnalité. Donc c'est pas trop complexe en termes de contenu. Ok.
Donc, pareil, pour ceux qui nous écoutent, je sais que je discute avec beaucoup d'entre vous et que les newsletters, vous demandez souvent si vraiment ça a un effet. Bah voilà, vous avez un retour Ouais, d'expérience. Oui, ça peut vous apporter ça, des leads entrants. mais ouais, c'est même des effets plutôt indirects, dans le sens, c'est pas directement j'envoie une newsletter et puis la personne va répondre parfait, merci de me donner, de me faire une offre, et voilà, on Devis. propose un brief. Et ça, c'est quasiment à chaque fois qu'on envoie des newsletters, on va peut-être avoir un retour client 2, 3 semaines plus tard. Tiens, bonjour Alexis, au fait, comment vous allez? Ouais, j'ai pensé à vous suite à la newsletter. Et voilà, c'est plus ce déclic. Et nous, c'est Oui, l'objectif qu'on recherche, hein, c'est ce petit déclic bien qu'on met dans sûr. la tête de notre client. C'est vrai, mais c'est vrai qu'Actez, on avait parlé, là, on a d'une réunion la semaine dernière autour d'une table, on a parlé d'un événement dans un mois. Ah, tiens, je vais les appeler. Et voilà, ça part souvent comme ça. Et pour nous, Oui, c'est un donc effet indirect, mais c'est un effet qu'on maintient. Et voilà, j'y tiens assez, ouais. c'est un bon reminder à votre Complètement. base client. Et du coup, pour se rendre compte, parce qu'on a donc là on a balayé des sources directes et indirectes. C'est Mm. quoi votre part de direct vs votre part d'indirect sur les demandes entrantes? Maintenant, les parts de direct, avant, il y avait surtout de l'indirect, hein, avant qu'on se fasse vraiment connaître. Maintenant, c'est Ouais. quasiment 80% de direct, Mm. où c'est parce qu'on travaille beaucoup avec des clients fidèles, donc qui nous appellent directement. On a le site internet aussi qui a été renouvelé cette année, qui fonctionne plutôt bien, donc des demandes via notre site. Donc voilà, c'est quasiment, ouais, j'ai pas le pourcentage exact, j'en suis désolé, mais je dirais Mais 80% de oui, oui, direct. oui, d'accord. Vous avez quand même une idée à peu Les près. demandes Ouais. maintenant émanant de Decathlon, il y en a quasiment peu, voire plus. Alors, il y a plusieurs effets. Déjà, peut-être parce que maintenant, ça fait 5 ans qu'on est sur le place, donc les gens ont compris que c'était nous qu'il fallait appeler directement. Et ceux qui n'ont pas compris ça ou qui ne nous connaissent pas, qui est évidemment possible, ils appellent peut-être nos partenaires. C'est-à-dire, je suis une entreprise, je veux faire un événement, puis j'ai vu, encore une fois, je prends l'exemple de l'Acrobranche, je vais faire l'Acrobranche, ils vont appeler l'Acrobranche et l'Acrobranche nous repasse directement la demande. Donc ça fait partie des 20% d'indirect. Ok. Donc voilà, on fonctionne surtout comme ça, ouais. Super. Et ben, donc là, je vais enchaîner un petit peu, mais parce que je rebondis sur tout ce qu'on vient de se dire. Mm. Comme tu as un côté aussi bien agence qu'un côté gestion de lieux événementiels. Alors même si pas, tu n'es pas propriétaire des locaux Et ben, c'est là où il y a une Decathlon, évolution mais il y a cette c'est double. Ah oui? c'est là une grosse évolution et l'interview tombe très bien parce que je peux en parler maintenant que c'est officiel. Donc depuis le 7 novembre officiellement, on est propriétaire d'un lieu d'exception. Et c'est pas par vantardise que je dis Ah ça, ben loin de magnifique. là. Dans la région du Gard. En fait, on a deux agences, hein, comme je t'en avais parlé. On a une agence Oui, à Bouc-Bel-Air et une agence dans le Gard qui est notre siège. Et d'accord. donc à Uzès, Arpaillargues, c'est le village qui est juste Oui. collé à Uzès, on a un mas provençal d'exception qui est vraiment plutôt du lieu haut de gamme avec gîtes, avec des lodges, des éco-lodges même haut de gamme pour le grand public et également aussi un chapiteau tout en bambou pour la partie réceptive. Bon, si c'est les particuliers, on parle de mariage. Si c'est les professionnels, on parle de conférences, séminaires et en plus du coup on peut leur proposer cette cascade qu'on n'avait pas avant, qui est l'hébergement. Voilà, c'est la Oui, là partie, vous allez mais pouvoir qui est faire la du. grosse évolution, le gros virage que l'on prend cette année et qui va être très intéressant parce que ça nous permet de faire vraiment le pont entre l'agence de Bouc-Bel-Air et Uzès avec une offre du coup beaucoup plus complète. Donc là, dans 360 degrés sur le marché, vous faites tout. Complètement. On est agence événementielle et lieu de réception. Donc, c'est avec deux sociétés différentes, hein. Nous, ça reste des sociétés familiales. Donc, il y a Actes qui reste vraiment l'agence événementielle et la société Mas de Ré. C'est le Mas de Ré. C'est le nom du Mas à D'accord. Uzès. Mais le pont va être fait entre les deux où, évidemment, Actes va pouvoir intervenir en tant qu'agence événementielle et du coup développer cette partie événementielle dans le lieu. Donc, c'est vraiment intéressant pour nous et en plus, ça répond à une demande de clientèle sur de l'hébergement suite à des Oui, séminaires. vous êtes toujours dans la même logique de vous développer des offres. Alors, quand je dis vous, parce que j'arrête pas de switcher entre le vous et le tu. Quand je dis vous, c'est parce que je parle de l'équipe, J'ai hein. fait pareil, je crois. Je parle de l'équipe Actez, mais l'idée, c'est à chaque fois, vous partez d'une demande entrante pour imaginer l'évolution de vos produits, de vos services, etc. C'est Bah, ça? c'est ça, exactement. Et puis là, depuis 5 ans, on a aussi du recul sur
sur ce qui fonctionne et aussi sur les manques. Et les manques, parfois, c'était évidemment la partie hébergement, la partie un petit peu aussi purement provençale, c'est-à-dire qu'on avait un peu du mal à s'ancrer sur une image purement provençale. Là, le MAS y répond entièrement. Donc c'était vraiment un souhait de notre part de s'ancrer plus vraiment dans le local et avec une partie hébergement où à l'heure actuelle, évidemment, si on sous-traitait, mais on ne pouvait pas y répondre directement. Là, maintenant, on a l'avantage de pouvoir y répondre directement. Et la nouveauté, surtout, c'est de pouvoir répondre aussi à une demande événementielle grand public. Et donc là, je parle dans le nouveau lieu, pas à Décathlon. Ça va être votre grande nouveauté. Parce que vous étiez vraiment centré, ouais. Bien sûr, parce que la partie, et puis Dieu sait qu'on a eu des demandes, du coup, de nos entreprises fidèles. Ah, mais du coup, moi, ma cousine se marie, il n'y a pas moyen d'accompagner. Et non, parce que ça n'est pas partie de notre portefeuille d'offres. Maintenant, on va pouvoir dire oui. Voilà. Bon, c'est parti. Donc, à fond la forme, ça continue. C'est ça. Sur un nouveau lieu. Et du coup, est-ce qu'il va y avoir aussi un petit côté sport ou pas spécialement? Là, on se concentre vraiment sur l'hébergement, sur l'expérience. Non, l'offre sera vraiment. Ouais, l'offre sera vraiment complète dans le sens où on va aussi les accompagner sur la région du Gard est vraiment très belle et assez culturelle. Il y a moyen des vélos électriques, faire des balades, des trails. Ça c'est totalement réalisable. Mais encore une fois, c'est ça la demande exceptionnelle de la clientèle. Donc oui, il y aura des offres sport. Par contre, c'est pas un lieu purement sport comme les Décathlons. Oui. Donc c'est pas vraiment le même marché. Il y aura peut-être de quoi jouer à la pétanque. Ah, il y a déjà, oui, évidemment qu'il y a. Ça serait une insulte de pas le faire. Non, il y a le terrain de pétanque, il y aura les vélos évidemment, les randonnées, la marche nordique. Voilà, il y aura tout ce qu'il faut bien évidemment. Oui, vous aurez quelques équipements quand même pour que des activités de remise en forme, tout à fait, il y a tout. Se divertir. Super. Et donc parfait. On va pouvoir continuer sur les questions suivantes où là je vais vraiment aller un petit peu sur ton expertise 360 degrés. Comme on évoquait maintenant. Alors, on en a un tout petit peu parlé, mais très rapidement. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? Je voulais savoir si, selon toi, il y avait aujourd'hui des tendances au niveau des attentes des clients professionnels dans leur création d'événements. Par exemple, alors je vais donner un petit cas de figure. Nous, on a quand même, dans les gens qui nous écoutent, on a beaucoup de lieux qui sont des réceptifs qui accueillent des clients et qui souvent se demandent comment s'équiper, comment adapter leur offre, etc. par rapport aux tendances du marché. Vous, en tant qu'agence, vous voyez beaucoup plus de cahiers des charges entrer dans votre structure et donc voir quelles sont les attentes. Ce que peut moins voir un lieu parce qu'en fonction de la façon dont il est équipé, il y a des choses qu'il verra pas. Tout simplement pas parce que il n'a pas envie d'évoluer, mais parce qu'en fait on va pas le solliciter parce qu'on va se dire voilà. Donc c'était pour ça que je te pose cette question. Ouais, non mais les tendances, la question est vraiment intéressante et mérite qu'on la traite. C'est les tendances elles sont vraiment visibles très directement. J'utilise toujours ce propos-là et il faut surtout pas le prendre comme un propos insultant, loin de là. On est dans une clientèle qui est de plus en plus fainéante. Et encore une fois, je répète, c'est pas insultant, loin de là, c'est plus pour expliquer le comportement. C'est-à-dire qu'en fait, le client veut tout au même endroit, avec l'effort minimum et le net plus ultra, avec, si possible, le coût minimum. Donc ça veut dire quoi pour résumer ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le client veut éviter le déplacement le plus long possible. Il veut pas rouler pendant 1h30 pour faire une réunion, puis reprendre la voiture et rouler pendant 25 minutes pour aller à l'activité, et puis reprendre la voiture et rouler 20 minutes pour manger au restaurant. Ça c'est absolument terminé. Ça existait à une époque et ça c'est totalement terminé. C'est que le client, la première demande, c'est est-ce que je peux garer ma voiture le matin et la reprendre le soir seulement quand l'événement est terminé. D'accord. Ça, c'est la première question qu'il nous pose. Si je devais traduire ça pour ceux qui nous écoutent, c'est de dire, développer absolument votre réseau local avec les partenaires qui sont vraiment vos voisins pour pouvoir proposer une offre tout sur place. Même Exactement. Si vous ne pouvez pas, en fonction des structures des lieux, ils ne peuvent pas toujours tout après évidemment, voilà. Exactement, selon les lieux, il n'y aura peut-être pas possibilité de se restaurer, il faudra peut-être prévoir un placement, on est d'accord. Au lieu d'aller travailler avec le restaurant à 50 bornes, travailler avec votre voisin qui est à 1 minute à pied.
ou faire venir un traiteur sur place directement. Ou faire venir un traiteur. Mais en effet, ce critère-là d'éviter l'effort au maximum pour le client, nous c'est notre question majeure. C'est vraiment, alors au Décathlon, on a la chance de pouvoir y répondre directement, dans le sens où on a tout sur place. Donc c'est vraiment une offre différenciante. Par contre, quand on ne fait pas ça au Décathlon, c'est notre question majeure qu'on se pose. Je prends l'exemple, un événement qui plaît beaucoup dans les beaux jours, et parce que la région nous permet, c'est lorsqu'on fait un événement comme des régates en bateau ou qu'on fait des couvertes des calanques, faut faire déplacer les clients. Il y a un gros souci, c'est trouver un moyen de se stationner. C'est donc faire l'activité, trouver un moyen qui puisse se changer et après les restaurer. Donc tout ça, ces 5 critères-là doivent rentrer dans la même journée, qui est souvent des journées qui vont de 9h à 18h s'il n'y a pas le restaurant le soir. Donc ça reste un délai qui est assez court, un créneau par un délai pardon qui est assez court. Donc voilà, c'est vraiment très important de répondre à ces critères-là. Et je dirais à 90%, si on arrive à répondre favorablement à ces critères-là, le client sera satisfait. Évidemment, il y a la question de l'enveloppe budgétaire qui doit entrer aussi dedans. Qui est encore un autre sujet. Qui est encore un autre sujet et qui en plus s'est réduit de plus en plus au quotidien. Oui. Donc ça fait partie aussi des nouvelles tendances. Après, il y a des tendances, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, c'est au niveau de la RSE et de l'aspect un peu écolo. Et ça, je trouve ça vraiment bien. C'est un avis personnel, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'avant, même j'ai un plus il y a 2 ans, quand on a commencé nous la démarche RSE, c'était un sujet. J'ai l'impression de parler chinois à nos clients quand on leur disait voulez-vous qu'on propose une formule sans plastique? Plastique, je veux dire, tu nous mets notre bouteille et tu nous embêtes pas, quoi. C'est un petit peu la réponse que je voyais dans leurs yeux, quoi. Okay. Et ce comportement-là n'existe plus du tout. Et c'est même inversé dans le sens où les clients nous disent par contre nous, je sais pas si c'est possible pour vous, mais on aimerait plutôt des carafes ou si vous avez une fontaine à eau, ce serait bien, quoi. Et alors là, on peut pas me faire plus plaisir parce que en effet, là, on voit vraiment que ça commence à prendre du sens. Alors après, il y a plein de choses qui fait que c'est devenu comme ça, avec maintenant l'interdiction des gobelets plastiques. Enfin, il y a pas mal d'éléments qui font que ça fait un déclic. Toutes les campagnes, que ce soit des marques. Oui, en termes de com, là, ils y sont allés fort, exactement. Mais là, par contre, je trouve ça bien et c'est une vraie tendance. Une vraie tendance avec des petits déj bio. Nous, c'est arrivé depuis cette année. On propose des petits déj avec des produits bio. Voilà, donc le zéro plastique, on est en plein dedans. On voit même. J'imagine après, il va y avoir le zéro déchet même. Je pense que ça va être le prochain défi. Exactement. Nous, on a les poubelles de tri des déchets avec. Alors, faut se dire aussi la vérité, c'est pas toujours respecté. Ça, c'est très dommage. Compliqué, le zéro déchet, parce qu'on est aussi dépendant de ses fournisseurs et des packaging des fournisseurs. Et voilà, c'est une chaîne qui doit s'adapter, donc c'est pas toujours évident à respecter. Exactement. Mais on essaye de s'y plier et. Autant nous, quand on a mis les poubelles de tri il y a 1 an, 2 ans, très franchement, à la fin, on savait que les sacs, on pouvait tous les jeter au même endroit parce que c'était pas du tout respecté. C'était même parfois un peu frustrant parce que c'est un coût, hein, ça reste un coût cette démarche. Et de voir que les poubelles de papier, il y avait plus de fruits dedans que de papier, voilà, c'était un peu dommage. Ça, très franchement, ça n'existe quasiment plus. Donc on voit que les mentalités évoluent. Donc c'est intéressant. Donc la RSE a vraiment pris un pas vraiment sur nos offres, c'est devenu majeur. Donc là-dessus, vraiment satisfaisant. Après, un autre point qui me vient aussi en tête, c'est au niveau du matériel des salles, bien évidemment. Donc là, on est vraiment dans du numérique pur, hein. Il faut une connexion qui tourne. Maintenant, on nous demande est-ce que on a des tableaux connectés. Si vous connaissez les tableaux connectés, en fait, c'est pouvoir donner une tablette, par exemple, au speaker, qui lui, en direct, travaille sur sa tablette, et ça s'affiche directement sur le tableau de projection. Donc, je parle d'un concept que nous, on l'a pas. Mais c'est des demandes qui sont assez courantes. D'avoir des outils digitaux numériques qui vont permettre de faciliter toute la partie, comme à l'époque où il y a eu les premiers rétroprojecteurs. Voilà, on est au nouveau. L'info en direct, le clic en direct. Si on vous parle d'avis, je sais pas, il y a des avis en direct dans la salle, boum, que les avis soient tracés directement sur le tableau. Enfin voilà. Tout ça fait partie des nouveautés. Pareil aussi et ça c'est plutôt rigolo pour le matériel, là je dirais plus le mobilier. Avant on était souvent sur des tables en U assez classiques pour des journées d'études, hein. Je prends l'exemple avec des chaises, voilà, les gens étaient bien installés. Maintenant c'est un peu, tiens, avez-vous plutôt des gros poufs au sol, avez-vous pour un une table haute, pour l'autre peut-être un sofa. Voilà, c'est de l'informel.
Exactement. En fait, ce que le souhait un peu des dirigeants qui nous font les demandes, je crois que c'est casser de ce cadre quotidien qu'ont leurs employés peut-être dans des bâtiments classiques. Et quand ils sortent faire des réunions, peut-être pour avoir de nouvelles idées, peut-être pour avoir de nouveaux concepts, et ben ils veulent un peu ouvrir l'idée aussi ouvrir un petit peu l'esprit de leur employé. Et là-dessus, le mobilier joue beaucoup. Donc ça, c'est des demandes existantes qu'on a également. Voilà un petit peu, je vois les tendances, ouais. Bon, et alors du coup, j'enchaîne tout de suite sur une autre question. Donc vraiment là, j'en appelle à votre côté agence. Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place quand on est un lieu qui accueille des événements qui peuvent vous faciliter à vous, agence, la collaboration avec un lieu? Est-ce qu'il y a des petites choses toutes simples? Alors ça peut être côté administratif ou autre. Voilà, si on a un lieu qui veut développer justement sa collaboration avec des agences, qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour vous faciliter la tâche? Déjà peut-être une clarté dans les offres et propositions. Alors, je vais prendre peut-être notre exemple, nous, un peu avec Decathlon. Le premier point qu'on a fait, c'est déjà d'élaborer des grilles tarifaires applicables aux agences et d'autres tarifs applicables qui sont aux structures autres que les agences, pardon. Donc ça déjà c'est important. Se dresser des cahiers des charges. Typiquement nous pour le matériel, c'était une de nos premières insatisfactions au départ. On a demandé des changements de mobilier. Enfin tout ça c'est très important parce que mine de rien, l'aspect visuel c'est ce qui fait revenir les gens. Donc voilà, nous on a pas mal de critères là-dessus. Après la fidélité, je dirais les bonnes relations font que ça peut bien marcher ou non. Donc en gros, vraiment d'avoir une offre claire. Après tout le côté photo, visuel, etc. Parce que vous, ça vous permet aussi, j'imagine, de faire des propositions à vos clients avec tout ce qu'il faut pour les appâter. et puis le relationnel avec lui. Exactement, et surtout un élément que j'ai oublié de vous dire en vous écoutant, c'est une grande réactivité. C'est-à-dire en fait quel élément qui fait la différence entre un client qui va rester et un client qui va demander ailleurs, c'est que si le client on lui répond en 5 jours ou 2 semaines, c'est trop tard. Si par contre on arrive à une grande réactivité et c'est en lien avec la première réponse que j'ai donnée dans le sens d'avoir une offre claire. S'il y a une offre claire, boum, en un coup de fil, est-ce que vous êtes dispo? Oui, non, et voilà, l'offre elle est composée. C'est-à-dire qu'en une journée, la réponse est donnée. Donc selon toi, le temps de réponse qu'il faut avoir, c'est maximum 12 heures. Ah non, je dirais quand même plus loin. Je dirais après, ça dépend le brief. Nous, quoi qu'il arrive, de toute façon, dans la démarche, on a le client au téléphone. C'est-à-dire même s'il y a un mail, même si le mail est très clair, même s'il y a les virgules près, on sait tout ce qu'il faut. On appelle. On appelle déjà pour parce que parfois peut-être qu'en discutant, ils se disent je savais pas ça. On découvre des choses, oui. Exactement. Et ça nous permet aussi de leur dire parce que parfois peut-être qu'on a aussi des rendez-vous, peut-être qu'on est sur le terrain. Ça arrive aussi, de leur dire peut-être qu'on pourra peut-être pas répondre à la journée, qu'ils s'inquiètent pas que pendant 2 jours ils n'ont pas de nouvelles, voilà. Donc, nous je dirais en 48 heures, il faut une réponse en 2 jours. Dans les 2 jours, il faut une réponse. Sauf pour la création de très grosses offres, où là, ça mérite vraiment un gros travail, peut-être voir des prestataires avec qui on n'a jamais travaillé, donc ça met beaucoup plus de temps dans la création. Et là, encore une fois, on prévient le client. Tout à fait, voilà, c'est ça. Une bonne semaine, voilà. Voilà, on le prévient, on lui fait un petit message rapide pour lui dire on est là, mais vous nous demandez ne pas le laisser dans le flou parce qu'ils vont se dire oui, sans le laisser dans le flou, il va dire mais c'est quoi cette agence? S'ils mettent déjà 2 semaines à nous répondre pour juste un mail, ça promet le jour de l'événement. Non, c'est clair qu'il faut être réactif, complètement. Donc voilà, notez bien, chers auditeurs, même si vous répondez pas exactement à ce qu'on vous demande, répondez. Comme ça, votre client il est pris en charge et vous le perdez pas bêtement, tout simplement parce qu'il a pas de nouvelles et qu'il se dit que ça va pas être sérieux avec vous, ce qui certainement n'est pas le cas. Pour compléter ça, nous la règle d'or qu'on s'est donnée chez Actel, c'est plus rigolo, c'est pour ça que je le dis, c'est que la réponse non, nous elle n'existe pas. On l'a sortie du vocabulaire. Ça permet que si le client demande quelque chose, quoi qu'il arrive, c'est oui. Parce que s'il le demande, c'est que faut répondre à son souhait et vu qu'on fait des offres que sur mesure, ce sera oui. Alors oui, ça peut prendre peut-être plus de temps, mais c'est oui. Et encore une fois, il faut le prévenir si ça prend plus de temps. Mais la réponse non ne doit pas exister et le pas de réponse encore moins. Oui, encore pire. Et ça me fait penser un peu à la culture chinoise où c'est très très impoli de dire non dans n'importe quelle situation. Donc voilà, vous êtes prêts pour le marché chinois. Exactement, le marché asiatique nous ouvre les bras. Tout à fait. Oui, j'allais clôturer notre conversation un tout petit peu avant parce que je t'ai coupé, donc je reprends. On va s'arrêter là parce que avec Alexis, on a des
des petites obligations qui nous attendent, donc on va devoir arrêter notre conversation maintenant. Si on veut te joindre, Alexis, parce que il y a des collaborateurs ou des potentiels clients qui ont des questions par rapport à ce qu'on vient de se dire, c'est quoi le meilleur moyen de te contacter? Alors, il y a deux solutions. Déjà, s'il y a les moindres questions ou si j'ai pu susciter de l'intérêt chez certaines personnes ou clients, ça me ferait déjà un grand plaisir. On a déjà un site internet qui est www.actez.fr. Donc, c'est on pourra mettre en commentaire. ESE. Voilà. Et pour notre nouveau lieu, je pourrais aussi te donner, si tu veux, la vidéo de présentation du lieu. Ça peut aussi susciter de l'intérêt et des envies. Et puis après, évidemment, je te mettrai mes coordonnées, moi, si tu veux. Donc aussi bien mail que téléphone. Et évidemment, je suis ouvert à toutes les questions et toutes les demandes. Je suis ouvert et avec grand plaisir. Magnifique. On vous mettra tout ça dans les commentaires de l'épisode. Je vais évidemment remercier chaleureusement Alexis, je le dis à chaque épisode. Les personnes qui acceptent d'être interviewées sur ce podcast passent beaucoup de temps avec moi. Et donc, je sais que je leur demande vraiment de prendre du temps sur leur temps opérationnel. Donc, c'est un gros effort de leur part et j'en suis toujours très reconnaissante. Merci à toi. Merci à toi, Clémence, aussi. Hein. Merci à toi pour la qualité de nos échanges. Avec plaisir. Je trouve que voilà, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, mais on a encore appris beaucoup de choses sur cet épisode. Il y a vraiment plein de belles idées. Donc prenez des notes, inspirez-vous et faites de vos lieux des endroits d'exception où les gens vont passer de très bons moments. Nous, on te souhaite plein de réussite pour le nouveau lieu. À côté du Z, c'est ça, hein? Tout à fait. Ouais. Tout à fait, dans les gars. Et puis peut-être qu'on refera un épisode sur comment ouvrir un lieu événementiel, puisque tu auras encore plein de choses à nous raconter, je pense. Dans pas longtemps. Chaque jour c'est nouveauté, mais en tout cas, ouais, le futur s'annonce très intéressant avec ce lieu et toujours évidemment le décathlon qui tourne bien et donc voilà, de belles perspectives d'avenir et encore une fois aussi un grand merci à toi, voilà, pour nos échanges et au plaisir de t'accueillir dans ce nouveau lieu pour que je te montre tout ça. Avec plaisir. À très bientôt, Alexis. À bientôt, merci.